8 milliards de tonnes de déchets plastiques saturent désormais les océans, transformant ces étendues en un cimetière flottant de proportions planétaires. Pourquoi laisser ce désastre environnemental s'accumuler sans intervention? On pourrait supposer que la dispersion des débris dans le milieu marin rend leur récupération impossible pour l'industrie moderne. Mais en réalité, cette masse de pollution représente une réserve de ressources inexploitées que des technologies de pointe parviennent à extraire et à purifier. La suite devient plus complexe. Le processus de récupération mécanique commence dans l'environnement hostile du large, là où les courants concentrent les matériaux. On peut remarquer comment des navires spécialisés, conçus comme des prédateurs industriels, se positionnent dans des secteurs stratégiques tels que le vortex de déchets du Pacifique Nord. Chaque année, 21 millions de tonnes de débris supplémentaires pénètrent dans les eaux mondiales, et le plastique constitue 80% de ce volume total. Ce matériau possède une structure moléculaire si stable qu'il peut subsister durant plusieurs siècles sous la surface sans se décomposer. L'équipement sépare progressivement les polluants grâce à 2 bras hydrauliques monumentaux qui se déploient de chaque côté de la coque. Ces structures balaient la surface océanique selon une trajectoire précise en forme de levantail, capturant les objets flottants. Une seule opération de nettoyage dure entre 8 et 10 heures sans la moindre interruption pour optimiser le rendement énergétique. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Les convoyeurs en acier inoxydable transportent jusqu'à 10 tonnes d'un mélange composé de bouteilles et de filets de pêche vers les zones de stockage internes. Mais la neutralisation de cette menace ne se limite pas à la haute mer. Avant d'atteindre les courants profonds, des quantités massives de résidus s'accumulent dans les réseaux fluviaux et les canaux urbains pour former des barrières impénétrables. À première vue, le nettoyage manuel de ces zones semble possible, mais en réalité, seule la puissance mécanique permet de dégager ces étranglements hydrauliques. Passage au niveau suivant. Des excavatrices lourdes, installées sur des châssis de camions basculants, interviennent pour briser ces bouchons de sédiments et de polymères. L'équipement utilise des godets en forme de conches métalliques pesant près de 1000 livres chacun pour racler le lit des rivières. Chaque mouvement du bras articulé remonte 1000 livres de débris, incluant des pneus usagés et des amas de sacs plastiques entrelacés avec des branches. On voit comment les vérins hydrauliques maintiennent une pression constante pour arracher les matériaux les plus denses. Cette méthode industrielle s'avère 10 fois plus rapide que n'importe quelle tentative d'extraction manuelle traditionnelle. Une seule équipe technique parvient à assainir un segment fluvial de plusieurs centaines de pieds de longueur en seulement quelques heures de travail intensif. Tout se complique encore lors du transfert de ces volumes vers les centres de traitement. Le rugido des moteurs diesel de forte puissance accompagne le mouvement incessant des bennes qui se remplissent. La matière première ainsi extraite quitte les berges pour rejoindre la chaîne de transformation. 5 tonnes de détritus. C'est la charge exacte qu'une seule embarcation spécialisée peut accumuler au cours d'un poste de travail de 8 heures. Pourquoi ces bateaux compacts naviguent-ils sans relâche entre le large et la côte? On pourrait croire que le retrait des déchets de l'eau est la fin du processus, mais en réalité, ce n'est que le signal de départ pour une réorganisation complète au milieu d'un désordre extrême. Après avoir été arraché au courant marin, le chargement indésirable entame son voyage de retour vers la terre ferme sur ces navires conçus exclusivement pour ce transport. Les bateaux accostent au port avec une inclinaison lente sous le poids de leur cargaison. Dès l'arrivée au quai, des transporteurs hydrauliques s'activent pour décharger cette montagne hétéroclite dans la zone de réception de l'usine de traitement. On peut remarquer une masse confuse et sombre où les plastiques s'entremêlent aux métaux, aux débris de bois, aux algas marines et à une boue organique épaisse. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. L'objectif technique consiste désormais à isoler les éléments valorisables des composants dangereux. Des travailleurs effectuent d'abord une inspection visuelle rapide à l'entrée de la chaîne pour retirer manuellement les objets volumineux. Ces débris massifs, tels que des pneus usés ou des réseaux de câbles en acier pesant, pourraient briser les engrenages de la machinerie s'ils n'étaient pas extraits. La suite devient plus complexe. Le matériau restant est poussé par des chargeuses vers un système de tri industriel mécanisé. Le cœur de cette installation est le tambour trommel, un cylindre rotatif gigantesque qui remplit la fonction d'un tamis mécanique de haute précision.
On voit comment la structure cylindrique tourne bruyamment sur son axe, classant les résidus par leur diamètre exact. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Le sable, les coquillages et les fragments de roche les plus fins tombent à travers les perforations du tambour, sous l'effet de la gravité. Pendant ce temps, les bouteilles et les emballages de plus grande taille poursuivent leur progression à l'intérieur du cylindre. Le flux résiduel, désormais constitué principalement de polymères et de nylon, est dirigé vers une courroie de tri manuelle. Passage au niveau suivant. À première vue, l'automatisation semble totale, mais en réalité, la vision humaine est encore indispensable pour distinguer les différentes catégories de matériaux. Les opérateurs séparent le plastique du métal et du verre pour préparer le terrain avant la phase critique de transformation. Le plastique est ici extrait pour subir un processus de purification radicale afin de devenir une ressource industrielle. Tout se complique encore. Une fois le plastique isolé, les techniciens font face à la problématique de la pollution microscopique invisible. Ces débris ont séjourné des mois ou des années dans l'environnement marin, se couvrant progressivement de sel, d'huile minérale et de colonies bactériennes. Pour que les propriétés de recyclage soient optimales, la matière doit atteindre un niveau de propreté presque chirurgical. Le processus ne tolère aucune impureté organique résiduelle. Le plastique est projeté dans des réservoirs de lavage mécanique massifs remplis de solutions de nettoyage. On peut remarquer comment des axes rotatifs internes tournent à grande vitesse pour générer un flux turbulent d'une violence extrême. Cette agitation physique intense arrache les sédiments et les polluants fixés sur les parois des polymères. Le flux de matière propre s'apprête maintenant à rejoindre la suite de la ligne de production. 160 à 180 degrés Fahrenheit. C'est la plage de température précise que l'eau atteint dans ces unités de lavage industriel pour désagréger les impuretés de surface. Pourquoi l'utilisation d'une eau à température ambiante serait-elle insuffisante pour cette étape? On pourrait supposer qu'une simple friction mécanique suffirait à nettoyer les fragments, mais sans cette chaleur intense, les résidus tenaces resteraient soudés à la matière. La combinaison du liquide porté à ébullition et d'agents chimiques spécifiques permet de dissoudre les couches de sel et les pellicules d'huile, tout en neutralisant chaque agent contaminant présent. 15 à 30 minutes durant, les particules de polymère subissent ce bombardement thermique et chimique ininterrompu au cœur du système. Mais ce n'est que le début. Le plastique transite ensuite vers un laveur à tambour dont la rotation à haute vitesse génère une force centrifuge importante. On voit comment des injecteurs projettent des jets d'eau sous haute pression pour déloger les grains de sable les plus incrustés. L'équipement sépare progressivement les sédiments minéraux des fragments de polymère. À première vue, la séparation des différentes familles de plastique mélangés semble complexe, mais en réalité, elle repose sur l'application rigoureuse des lois de la physique. La suite devient plus complexe. Dans un bassin de flottation, la densité spécifique de chaque fragment détermine mécaniquement sa trajectoire finale. Le polyéthylène terephthalate, plus lourd, s'enfonce vers le fond de la cuve, tandis que les plastiques de faible densité remontent en surface. On peut remarquer que ce tri s'effectue avec une précision absolue, sans aucune intervention manuelle. 170 degrés Fahrenheit est la température de l'air chaud projetée pour éliminer l'humidité du matériau une fois purifié. Tout se complique encore. Des systèmes de diffusion d'ozone interviennent alors pour briser les molécules responsables des odeurs organiques résiduelles provenant de l'environnement d'origine. Les effluves de vase et de décomposition disparaissent totalement, laissant place à une matière première neutre. La matière plastique atteint désormais un état de pureté totale, débarrassée de ses contaminants et de son empreinte olfactive. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Les anciennes bouteilles, maintenant cristallines et sèches, sont acheminées vers la phase suivante de transformation mécanique. L'acier des lames attend les fragments pour l'opération de broyage finale. Le flux de matière quitte les unités de nettoyage pour s'engager vers une étape plus radicale de la chaîne de production. 2000 à 3000 livres de plastique sont dévorés chaque heure par une seule unité de granulation à haute vitesse. Pourquoi réduire ces volumes massifs de matière en particules si infimes avant de les transformer? On pourrait supposer que le plastique peut être fondu directement sous sa forme originale de bouteille. Mais en réalité, cette fragmentation millimétrée est indispensable, car des morceaux plus petits atteignent leur point de fusion bien plus rapidement, ce qui permet d'économiser jusqu'à 40% d'énergie lors des étapes thermiques ultérieures.
L'équipement sépare progressivement la matière au sein d'une chambre de broyage où tournent des centaines de lames en alliage métallique. Ces outils de coupe atteignent plusieurs milliers de rotations par minute, transformant les bouteilles volumineuses en un flux constant de flocos, semblable à des confettis de plastique. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Malgré les cycles de lavage intensifs, des contaminants comme des fragments de bois ou des polymères de couleur non conforme peuvent encore être présents dans la masse. À première vue, la séparation de ces impuretés semble impossible à une telle échelle, mais en réalité, la technologie optique intervient avec une réactivité fulgurante. Des capteurs et des lasers de haute précision scrutent chaque flocon individuellement en l'espace de quelques millisecondes seulement. Si le système détecte un morceau de métal microscopique ou une particule de couleur divergente, il déclenche instantanément un jet d'air comprimé. On voit comment ce tir pneumatique expulse l'élément indésirable du flux principal, sans perturber la trajectoire des particules saines environnantes. Tout se complique encore lors de la phase de transformation de l'état solide à l'état liquide. Une seule unité de tri traite plus de 1000 particules par seconde, avec une précision supérieure à 95%. Les flocos sélectionnés et purifiés sont ensuite déversés dans une unité d'extrusion massive. La suite devient plus complexe. À l'intérieur de ce cylindre d'acier, la température s'élève jusqu'à atteindre 520 degrés Fahrenheit, un niveau de chaleur extrême où le plastique perd sa rigidité. Le plastique se transforme alors en une pasta visqueuse et brillante sous l'effet de la chaleur. Un piston rotatif géant, appelé vis d'extrusion, pousse cette matière en fusion à travers des tamis métalliques ultra fins. On peut remarquer comment ces filtres retiennent les dernières impuretés ayant échappé à la surveillance des lasers. Le polymère purifié est ensuite sectionné sous l'eau pour former des millions de petits granulés cylindriques nommés pellets. La matière quitte le dispositif de coupe pour entamer sa métamorphose structurelle. Mais ce n'est pas encore la limite de la transformation. Ces granulés sont à nouveau portés à une température de 480 degrés Fahrenheit pour être injectés dans des moules de précision en acier. Il ne s'agit pas encore de fabriquer la bouteille finale, mais de créer une préforme. On voit comment l'équipement produit un petit tube aux parois épaisses, muni de sa collerette et de son filetage pour le bouchon. Cette conception compacte permet de transporter des millions d'unités dans un volume restreint vers les centres de soufflage. Le passage au niveau suivant s'effectue dans la machine de moulage par soufflage. Les préformes sont chauffées jusqu'à devenir souples comme de la gomme thermique avant d'entrer dans la matrice finale. Un jet d'air comprimé à haute pression est injecté violemment à l'intérieur du tube incandescent. Le plastique s'étire de façon instantanée, multipliant sa taille par 4 ou 5 pour épouser parfaitement les contours froids du moule métallique. En quelques secondes, la structure se fige pour devenir une bouteille terminée. L'équipement sépare progressivement les produits finis des moules à une cadence industrielle de plusieurs milliers d'unités par heure. Dès que la bouteille émerge, encore vulnérable à cause de sa chaleur résiduelle, elle traverse une chambre de refroidissement rapide. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Des caméras de haute résolution et des lasers effectuent un balayage millimétrique de chaque paroi. Ils traquent la moindre micro-fissure, les bulles d'air ou les variations d'épaisseur indésirables dans la structure du polymère. Pour les contenants destinés au secteur alimentaire, des analyses chimiques rigoureuses valident l'absence totale de résidus nocifs. Seules les unités ayant franchi ce contrôle strict sont prises en charge par des bras robotisés. On peut remarquer la précision millimétrique des automates qui empilent les bouteilles sur des palettes de transport. La matière qui était autrefois un déchet polluant a été purifiée par le feu et la lumière, retrouvant une valeur industrielle totale. Le cycle de production s'achève ici, l'acier et le verre ayant laissé place à un polymère parfaitement régénéré. L'acier des machines s'arrête de vibrer, tandis que les stocks de produits finis sont évacués vers la zone d'expédition. La transformation de la matière brute en un objet technique et stérile est désormais complète. Chaque étape a permis de sécuriser la qualité du matériau pour sa nouvelle utilisation. Le flux de production s'apaise alors que les bouteilles quittent la chaîne, prêtes pour leur cycle de distribution finale. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie au remplissage ultérieur. 3 500 milliards de dollars. C'est la richesse colossale de la Californie, faisant d'elle la plus grande puissance économique infranationale du globe.
Mais ce géant de béton et de cultures intensives affronte désormais un adversaire invisible et implacable, la sécheresse la plus sévère enregistrée depuis 1200 ans. Pourquoi mobiliser des ressources industrielles aussi massives pour transformer l'eau de mer en ressources potables? On pourrait penser que les précipitations saisonnières suffiraient à reconstituer les réserves naturelles de la région. Mais sans une intervention technologique radicale, l'assèchement des cours d'eau et la disparition des neiges éternelles condamneraient cet Éden artificiel à la stérilité totale. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. L'État ne se résume pas aux paysages côtiers et aux industries du divertissement, car il constitue avant tout le moteur agricole vital qui nourrit l'Amérique entière. Un tiers de l'ensemble des légumes et 2/3 des fruits et oléagineux consommés aux États-Unis proviennent directement de ces terres. On peut remarquer comment les systèmes d'irrigation quadrillent le territoire, mais ce miracle de productivité en zone semi-aride repose sur un équilibre hydrique extrêmement fragile. L'agriculture absorbe à elle seule 80% de la totalité de l'eau utilisée dans l'État, une consommation que les cycles naturels ne parviennent plus à compenser. La suite devient plus complexe. La Californie dépendait historiquement de la muraille rocheuse de la Sierra Nevada, qui stockait la neige durant la période hivernale, avant de la libérer sous forme d'eau fraîche lors de la fonte estivale. Mais ce mécanisme ancestral s'est effondré sous l'effet de la hausse des températures. Les réserves de neige ont diminué de manière drastique, et les réservoirs cruciaux de Shasta et d'Oroville ont chuté à des niveaux critiques de 40% de leur capacité totale. La terre fertile commence à se fracturer sous l'ardeur du soleil, se transformant progressivement en une poussière rouge impropre à la culture. Tout se complique encore. Il semble évident que les infrastructures classiques de rétention ne suffisent plus face à l'urgence climatique. La seule alternative viable consistait à se tourner vers l'ouest, vers l'immensité salée de l'océan Pacifique. Pour déplacer une telle masse liquide vers l'intérieur des terres, les ingénieurs ont conçu un réseau complexe d'artères industrielles composé de canalisations géantes. On voit comment ces conduites en acier au carbone et en polyéthylène de haute densité s'étendent sur des kilomètres pour assurer le transport du fluide. La suite du processus exige une précision millimétrée. Ces structures tubulaires présentent des diamètres variant de 2 à 3 mètres, offrant un espace intérieur suffisant pour laisser circuler un véhicule automobile. Ce ne sont pas de simples conduits de transport, mais de véritables forteresses sous-marines conçues pour durer des décennies. Elles doivent impérativement résister à la corrosion chimique permanente provoquée par l'eau salée, ainsi qu'à la pression hydrostatique écrasante des profondeurs. L'équipement sépare progressivement la technologie de la simple construction pour entrer dans le domaine de la survie régionale. L'installation de ces artérias vitales nécessite une logistique lourde comparable à une opération militaire de grande envergure. Des grues à haute capacité immergent des sections de tuyauterie mesurant plusieurs dizaines de mètres de longueur directement sur le socle rocheux du lit marin. On peut remarquer le travail coordonné des plongeurs spécialisés et des systèmes automatisés qui assemblent chaque segment avec des joints à haute pression. Chaque soudure est soumise à un contrôle d'étanchéité absolue, car la moindre défaillance structurelle entraînerait des conséquences catastrophiques pour l'ensemble du système de pompage. Le flux se dirige maintenant vers l'étape de traitement primaire. Des dizaines d'encres massives et de structures en acier fixent les tubulations au fond de l'océan pour empêcher les courants marins de sectionner ces veines technologiques. Pourquoi une telle fixation est-elle nécessaire au repos des infrastructures sous-marines? À première vue, le poids de l'acier semble suffisant pour maintenir la stabilité, mais en réalité, les forces hydrodynamiques exercées par les masses d'eau arracheraient n'importe quelle conduite non sécurisée. C'est par ces conduits artificiels que circule désormais le flux vital de la Californie. Une tubulure de 63 cm de diamètre seulement peut aspirer 15 millions de litres d'eau chaque jour. Ce volume représente plus de 10 000 litres pénétrant dans le système à chaque minute qui s'écoule. On peut remarquer comment des pompes hydrauliques puissantes créent une aspiration continue pour forcer l'élément liquide à monter vers la terre ferme contre les lois de la gravité. Mais ce n'est que le début. L'aspiration massive de l'océan pose un problème technique immédiat, car l'eau brute est un milieu vivant. La substance qui pénètre dans les machines n'est pas le liquide limpide des réseaux domestiques, mais une suspension dense d'algues, de sable, de méduses et de petits organismes marins.
Tout se complique encore si cette mixture atteint les pompes de haute précision, car elle détruirait les mécanismes internes en quelques minutes seulement. À des centaines de mètres de la côte, des grilles et des écrans massifs aux entrées des conduites agissent comme des barrières physiques impitoyables. L'équipement sépare progressivement les débris volumineux, bloquant tout élément dont la taille dépasse 4 mm et demi. On voit comment cette première ligne de défense protège simultanément l'intégrité de la machinerie et la préservation de l'écosystème local. Passage au niveau suivant. L'eau filtrée transporte encore un exercito invisible de sédiments fins, de limon et de particules en suspension. Ces impuretés rendent le flux trouble, menaçant l'intégrité des membranes sensibles situées plus loin dans la chaîne de production. Pour purifier cette masse, les ingénieurs utilisent de la force de la gravité au sein de réservoirs de filtration gigantesques. La suite devient plus complexe. La couche de sable dans ces réservoirs agit comme un tamis naturel extrêmement dense. L'eau descend verticalement à travers les interstices millimétriques entre les grains, tandis que les impuretés restent emprisonnées dans la structure minérale. On peut remarquer le mouvement des pales qui retirent et lavent le sable saturé avant de le réintroduire dans le cycle de nettoyage. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Certaines particules microscopiques sont si petites qu'elles passent librement à travers les filtres à sable traditionnels. Leur taille est inférieure à 1/10 de l'épaisseur d'un cheveu humain, ce qui les rend impossibles à stopper par une simple barrière mécanique. Pour capturer ces éléments, l'ingénierie utilise des processus chimiques spécifiques dans des bassins de flocculation. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Des pales géantes agitent le mélange pendant que le système injecte des coagulants comme le chlorure ferrique. On voit comment le coagulant attire la poussière fine comme un aimant chimique pour forcer les particules invisibles à s'agglomérer en flocons lourds. Soudain, la matière en suspension devient visible et descend vers le fond du réservoir sous forme de boue, laissant le liquide supérieur nettement plus clair. Le sable, la poussière et la vie organique ont été retirés avec succès de la solution. Cependant, le composant le plus complexe reste dissous et invisible, représentant un danger pour les cultures et la consommation, le sel. L'eau est désormais débarrassée de ces solides, mais elle s'apprête à entrer dans le cœur technologique de l'installation. Le flux se dirige vers la phase suivante de traitement sans hâte. 3,5%, c'est précisément la concentration de sel qui définit encore cette eau de mer à ce stade du traitement. Pour convertir ce volume en eau douce, il faut déployer une énergie capable de défier la structure moléculaire profonde du liquide. Pourquoi soumettre l'eau à une filtration si extrême avant même de s'attaquer au sel? On pourrait penser que les étapes précédentes suffisent, mais sans une protection ultime, les sédiments microscopiques détruiraient instantanément les composants les plus coûteux de l'installation. L'eau traverse d'abord une garde d'honneur constituée par les filtres à cartouches. On peut remarquer ces cylindres denses, formés de fibres compressées avec une précision millimétrique, qui interceptent toute particule mesurant entre 1 et 5 microns. L'équipement sépare ainsi les derniers résidus solides par une recherche constante de pureté absolue. Cette étape garantit qu'aucun élément physique ne vienne endommager les membranes d'osmose inverse. Mais ce n'est que le début. L'osmose inverse représente le point de rencontre entre l'ingénierie lourde et la physique moléculaire. Le sel possède une affinité naturelle pour l'eau, où les ions de sodium et de chlore se fixent aux molécules de H2O avec une force électrostatique considérable. Briser cette liaison nécessite une puissance mécanique brutale et constante. La suite devient plus complexe. Des pompes centrifuges de haute puissance entrent en action, provoquant un zombie d'eau profond qui fait osciller le sol de l'usine. Elles compriment le liquide contre des membranes semi-perméables, en exerçant une pression de 60 bars. 60 bars, cela représente 60 fois la pression atmosphérique standard supportée par le corps humain. On peut visualiser cette contrainte physique comme le poids total d'un éléphant concentré sur la seule surface d'un pouce. Sous cette pression écrasante, la dynamique des fluides change radicalement. L'eau est propulsée contre la structure de la membrane dont les pores sont calibrés pour ne laisser passer que les molécules d'hydrogène et d'oxygène. Le sel, plus volumineux et doté d'une charge électrique, se voit barré et rejeté par cette maille moléculaire. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. D'un côté de la paroi s'écoule une saumure hautement concentrée, tandis que de l'autre apparaissent les premières gouttes d'eau douce libérées de leur environnement salin. À première vue, ce résultat semble définitif, mais en réalité, les standards californiens exigent une pureté encore supérieure.
L'eau subit alors un second cycle d'osmose inverse. Le passage au niveau suivant utilise des membranes aux pores encore plus serrées pour éliminer les éléments persistants comme le bore. Le liquide obtenu présente désormais une conductivité électrique proche de zéro, marquant le passage du chaos océanique à une organisation liquide parfaite. Tout se complique encore. Bien que des millions de litres d'eau douce soient produits, le remplacement géographique pose un problème majeur. La production se situe au niveau de la mer, alors que les zones agricoles et urbaines se trouvent à des centaines de kilomètres dans les terres. Le défi technique se transforme en une problématique de transport de masse. Il faut désormais déplacer l'équivalent d'un fleuve entier à travers le territoire. On voit comment les infrastructures de la Californie, parmi les plus vastes au monde, entrent alors en jeu avec le projet hydroviaire de l'État. Un aqueduc de béton s'étire sur près de 700 km à travers le paysage. Cette structure artificielle traverse les zones désertiques pour acheminer l'eau depuis les montagnes du nord vers les régions arides du sud. La connexion de l'eau désalinisée à ce réseau vasculaire géant constitue une étape cruciale de la distribution. Mais un obstacle physique titanesque se dresse sur le parcours, les montagnes de Tehachapi. Car sans une impulsion mécanique externe, l'eau ne peut pas franchir des dénivelés naturels de cette altitude. Les ingénieurs ont donc conçu la station de pompage d'Edmonston pour répondre à cette contrainte géographique. Cette installation s'impose comme la plus puissante de sa catégorie à l'échelle mondiale. L'eau entame ici son ascension forcée vers les sommets. Le flux liquide progresse ainsi vers les hauteurs, quittant le niveau de la mer pour rejoindre les réservoirs de stockage en altitude. 600 mètres de hauteur verticale. C'est l'élévation que doit franchir la colonne d'eau sous l'impulsion d'un seul jet continu. Des moteurs électriques aux dimensions hors normes, dont la structure individuelle égale le volume d'une maison d'habitation, s'activent pour propulser des milliers de tonnes de liquide vers les sommets montagneux. Pourquoi déployer une telle force mécanique pour déplacer une ressource naturelle? On pourrait imaginer que les dénivelés naturels suffiraient à acheminer l'eau vers les zones arides. Mais sans cette poussée artificielle colossale, l'équivalent d'un fleuve entier ne pourrait jamais atteindre l'altitude du 155e étage d'un gratte-ciel pour basculer de l'autre côté de la chaîne rocheuse. Le processus consomme une quantité d'énergie dépassant les limites de l'entendement technique, engendrant des coûts d'exploitation qui se chiffrent en milliards de dollars. On voit comment ce mélange, composé de neige fondue et d'eau océanique traitée, commence ensuite sa descente par simple gravité vers les terres du centre du territoire. Mais ce n'est que le début. Cette manœuvre hydraulique transforme les zones désertiques en vergers d'amandiers et en vastes champs de laitue qui assurent la subsistance alimentaire de la nation entière. Transporter l'eau par-delà les montagnes reste une opération onéreuse et complexe. À première vue, cette logistique semble être la seule solution viable, mais en réalité, une source de ressources inexploitées coule directement sous les pieds des habitants. La suite devient plus complexe. Dans la gestion de la pénurie hydrique, la stratégie consiste désormais à considérer qu'aucun déchet n'est définitif, seulement mal exploité. Le domaine du recyclage des eaux usées représente désormais la frontière ultime de l'efficacité industrielle. On peut remarquer la transition vers un système où les effluents urbains sont convertis en eau potable par une série de procédés rigoureux. Tout se complique encore. Le cycle débute dans les profondeurs obscures des réseaux d'égouts de la ville, où chaque utilisation domestique ou industrielle alimente un flux souterrain chargé de substances toxiques. Le processus ne fait que prendre de la vitesse lors de l'arrivée de ce mélange à la station de traitement. On voit alors un amas dense de débris composés de papier, de plastique divers, de branches, de sable et de boues épaisses. L'équipement sépare progressivement les éléments les plus grossiers lors d'une première phase mécanique brutale. Des grilles massives en acier inoxydable interceptent les déchets solides, fonctionnant comme des peignes mécaniques géants qui nettoient le flux pour extraire les textiles et les matières plastiques. La masse liquide est ensuite dirigée vers des bassins de sédimentation primaire pour la suite des opérations. Ici, la physique des fluides intervient de manière passive mais systématique. La vitesse d'écoulement de l'eau ralentit considérablement, permettant aux boues lourdes, à la matière organique, aux résidus alimentaires et au papier de se déposer par gravité au fond de la structure. En surface, les graisses plus légères flottent et sont évacuées par un système de raclage mécanique continu. L'extraction des solides ne clarifie pas totalement le liquide, qui conserve une teinte sombre et une forte charge en éléments dissous.
Passage au niveau suivant. Il devient nécessaire d'introduire des processus biologiques pour traiter ce qui reste invisible à l'œil nu. Dans les réservoirs d'aération, des systèmes d'injection propulsent de l'oxygène avec une intensité constante, créant un environnement de brassage turbulent. Des milliards de micro-organismes s'activent alors dans cet environnement saturé en air. On voit comment ces agents biologiques décomposent et digèrent la matière organique résiduelle que les systèmes de filtration mécanique ne pourraient pas capturer seuls. Une fois que cette action bactérienne est achevée, le flux entame sa progression vers les étapes de microfiltration successives. La matière quitte cette phase de digestion biologique, passant à un stade apaisé. 150 bars de pression sont parfois nécessaires pour forcer le liquide à travers des parois microscopiques lors de l'osmose inverse. Pourquoi utiliser une technologie identique à celle de la désalinisation de l'eau de mer pour traiter des eaux usées? On pourrait supposer que les étapes de filtration précédentes suffisent à rendre l'eau potable. Mais sans cette barrière de sécurité finale, des résidus invisibles à l'œil nu comme les hormones ou les produits pharmaceutiques resteraient présents dans le flux, rendant le cycle de retraitement incomplet. Les membranes de haute technologie agissent ici comme un mur infranchissable pour les virus et les bactéries. On voit comment la pression hydraulique sépare chaque impureté pour ne laisser passer que la molécule d'eau pure à travers les pores nanométriques. Le liquide qui émerge de ces longs tubes blancs présente une clarté absolue sous l'éclairage des installations. On appelle ce résultat l'eau néophyte. Mais ce n'est que le début. Cette substance surpasse en pureté l'eau vendue en bouteille dans le commerce ou même l'eau de pluie collectée directement dans l'atmosphère. La technologie parvient ici à effacer intégralement les traces chimiques de l'activité humaine. Cela ne s'arrête pas à cette étape. À première vue, obtenir une pureté totale est l'objectif ultime, mais en réalité, cela crée un paradoxo industriel complexe. On peut remarquer que l'eau issue de l'osmose inverse est totalement dépourvue de minéraux, ce qui la rend chimiquement agressive. Si ce liquide était injecté tel quel dans le réseau de distribution urbain, il dissoudrait littéralement le métal des canalisations et détruirait l'infrastructure par corrosion accélérée. La suite devient plus complexe. L'absence de goût est un autre inconvénient majeur de cette pureté extrême. La saveur que nous percevons habituellement comme étant celle d'une eau de qualité provient précisément de ces impuretés minérales naturelles. Pour corriger ce défaut, les ingénieurs doivent réintroduire des éléments dans le liquide de manière strictement dosée. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. La phase de reminéralisation commence dans d'immenses réservoirs en acier inoxydable. On voit comment des systèmes de dosage automatique injectent précisément du calcium et du magnésium dans le flux cristallin. L'équipement sépare et mélange les additifs pour ajuster le potentiel hydrogène jusqu'à obtenir une neutralité parfaite. L'objectif est de rendre le liquide sûr pour la consommation humaine tout en protégeant les tuyaux de la ville. Tout se complique encore. Un équilibre chimique rigoureux est désormais atteint dans cette eau Renacida. Elle est dirigée par des pompes puissantes vers de gigantesques cuves de stockage avant d'être envoyée dans la réseau municipal. Bien que le coût de production soit 2 à 4 fois supérieur à celui de l'eau traditionnelle, cette ressource constitue une protection contre les crises climatiques. Passage au niveau suivant. Car la fiabilité de cette installation ne dépend pas des cycles incertains de la pluie ou de l'état des réservoirs naturels de surface. La production repose uniquement sur la stabilité de l'énergie et la précision de l'ingénierie moderne. C'est une source constante qui ne subit jamais les effets de la sécheresse. On peut remarquer comment le flux constant quitte l'usine pour alimenter la population. L'histoire s'était ouverte sur les images d'un monde nouveau, et ce processus en constitue le socle technique. Le traitement s'achève sur cette distribution à grande échelle, marquant la fin du cycle de transformation. Des dizaines de milliers d'hectares de terre craquelée et une fine poussière rouge s'étendant à perte de vue symbolisent la menace d'un avenir privé de ressources hydriques. Pourquoi la végétation du Val central reste-t-elle alors si luxuriante et verdoyante au milieu de cet environnement aride? On pourrait penser que les précipitations naturelles suffisent à alimenter ces cultures qui nourrissent toute une nation. Mais en réalité, cette abondance est le résultat d'un processus industriel complexe où l'eau est traitée comme un produit manufacturé de haute précision. Le processus commence par la capture d'ondes salines sur les côtes ou la récupération des flux souterrains issus des réseaux d'assainissement. La suite devient plus complexe.
On voit comment le liquide subit une contrainte mécanique extrême en étant compressé sous une pression de 60 bars. L'eau est alors forcée de traverser des membranes aux pores microscopiques, invisibles à l'œil nu, qui filtrent chaque impureté avec une rigueur absolue. Mais ce n'est que le début. Des pompes massives propulsent ensuite ce volume à travers des reliefs montagneux escarpés. La structure moléculaire est ensuite reconstruite par des dosages chimiques précis pour garantir une pureté totale. À première vue, l'eau semble être un simple don de la nature, mais en réalité, elle est devenue le fruit d'une ingéniosité technique là où les cycles naturels ont échoué. Tant que les infrastructures disposent d'énergie et d'acier, le cycle artificiel remplace le ciel défaillant. L'équipement sépare progressivement le besoin de la dépendance climatique, marquant l'entrée dans une ère où l'eau est forgée par des machines. 625 mètres, c'est la hauteur vertigineuse à laquelle le tablier de la nouvelle prouesse architecturale de Royang flotte au-dessus du vide. Imaginez la sensation de diriger un véhicule sur une structure suspendue à une altitude atteignant presque 2 fois celle de la tour Eiffel. La caméra glisse le long des câbles de tension alors que les véhicules traversent littéralement les bancs de nuages. Cette réalité, inaugurée en septembre 2025, redéfinit les limites de la construction moderne. Tout se complique encore au sommet des tours de sustentation. Les ingénieurs ont installé un espace de détente en verre directement sur la crête d'un pylône, surplombant l'abîme. On peut remarquer comment les matériaux composites et le béton haute performance maintiennent cette structure face au vent d'altitude. La suite devient plus complexe car cet exploit ne répond pas seulement à une volonté de prestige. Pourquoi choisir de bâtir au sommet de tels précipices au lieu de contourner les obstacles? La réponse se trouve dans la topographie brutale de la province de Guizhou. Le territoire semble avoir été froissé par des forces tectoniques gigantesques, créant un paysage où les plaines sont inexistantes. Plus de 92% de cette région se compose de montagnes acérées et de plateaux impitoyables. 8 cours d'eau majeurs déchirent la roche, sculptant des gorges si profondes qu'elles ont isolé des millions d'individus pendant des siècles. L'équipement de forage et les grues de levage transforment aujourd'hui cette bataille contre le relief en un corridor de transport fluide. Le transport n'est plus une lutte contre la géographie, mais une démonstration de force technique. Les blocs de béton se fixent avec une précision millimétrée dans les parois calcaires. Le processus ne fait que prendre de la vitesse alors que les connexions routières s'établissent sur ces piliers colossaux. La matière quitte le domaine du rêve pour devenir une infrastructure vitale traversant les vallées autrefois infranchissables. 625 mètres de hauteur au-dessus du vide, c'est le défi vertical que représente la construction de la voie express Liujianlong pour relier des zones isolées. Pourquoi les ingénieurs ont-ils délibérément choisi d'ériger une structure dans un environnement aussi hostile que le canyon Huadiang, surplombant la rivière Beipan? On pourrait croire qu'une route située à une altitude inférieure aurait simplifié le processus et réduit les risques liés au vent. Mais en réalité, descendre la structure vers le fond de la gorge aurait obligé le tracé à traverser des zones d'éboulis instables et à multiplier les tunnels complexes, augmentant ainsi la probabilité de glissement de terrain dévastateur. Le choix s'est donc porté sur la zone de crête, là où les vents atteignent des vitesses extrêmes. À une altitude de 2050 pieds, les paramètres de construction changent radicalement. La configuration du canyon en forme de lettre C impose un franchissement d'une portée libre dépassant 1400 mètres de long. Mais ce n'est que le début. Les structures classiques, comme les ponts à poutres rigides ou les arches métalliques, ne peuvent pas supporter de telles dimensions sans s'effondrer sous l'effet de leur propre masse pondérale. On peut remarquer comment la physique impose ses limites sur ce site où les ponts à haubans les plus robustes perdent leur efficacité structurelle. Passage au niveau suivant. Seule la conception d'un pont suspendu à portée ultra longue permet de franchir cet abîme en suspendant une plateforme de béton et d'acier au milieu des nuages. La théorie semble simple, car elle repose sur 2 tours de soutien et 2 câbles principaux. Mais la mise en œuvre à une hauteur équivalente au plus haut gratte-ciel du monde transforme chaque action en une épreuve de précision. L'équipement sépare progressivement la roche meuble de la roche solide pour implanter les fondations indispensables. La suite devient plus complexe. Le sol du canyon n'offre aucune stabilité naturelle, étant composé de formations rocheuses usées traversées par des fissures microscopiques,
et des nappes phréatiques imprévisibles. Un glissement d'1 millimètre au niveau des bases pourrait entraîner la chute de la tour entière dans le précipice situé en dessous. 24 pieux en béton massif ont été enfoncés profondément dans le sous-sol montagneux pour parer à ce risque. On voit comment les armatures en acier sont entrelacées pour résister aux ondes sismiques les plus puissantes. Les ingénieurs ne se sont pas contentés de poser la structure sur la montagne. Ils ont littéralement cousu les fondations dans la roche-mère. Mais un pont suspendu dépend entièrement de la fiabilité de ces ancrages, qui agissent comme les points de tension fixe d'un câble de guerre titanesque. Ces points d'attache doivent neutraliser une tension constante de plusieurs milliers de tonnes qui tirent les câbles vers le centre de la vallée. Du côté de Zhengfang, les ingénieurs ont opté pour la force gravitationnelle brute. Un bloc de béton colossal a été coulé, représentant un volume de 164 000 mètres cubes. Pour bien visualiser cette échelle, il s'agit d'une quantité de matériaux suffisante pour remplir des dizaines de piscines olympiques standards. Ce cube inamovible est désormais intégré de façon permanente au flanc de la paroi rocheuse. Tout se complique encore du côté de Guanling, où la topographie rendait impossible l'installation d'une masse de béton en surface. La pente abrupte derrière la tour ne laissait aucun espace plat pour la construction. Comme ils ne pouvaient pas bâtir sur la montagne, ils ont décidé de l'utiliser comme un réceptacle interne. On peut remarquer comment les excavatrices pénètrent dans la paroi pour créer un ancrage de tunnel. Le forage s'enfonce dans les profondeurs de la roche pour y sceller les fixations métalliques. L'acier et le béton sont injectés dans ces cavités souterraines pour transformer la montagne elle-même en contrepoids. L'ancrage s'achève ainsi dans l'obscurité de la roche, préparant la structure à supporter la charge des câbles principaux. Le flux des travaux se déplace désormais vers l'élévation des tours de suspension. La matière quitte le sol et s'élève vers le sommet des piliers sans hâte. 262 mètres, c'est la hauteur vertigineuse qu'atteint la plus grande des deux tours principales ancrées sur les rebords du précipice. Pourquoi les ingénieurs ont-ils choisi de fixer les câbles directement dans le squelette de la montagne plutôt que de construire des blocs d'ancrage artificiels ? On pourrait croire que la roche naturelle est trop instable pour supporter une telle charge. Mais en réalité, en forant dans la roche vive pour y sceller les attaches, ils ont transformé la géologie du site en un allié structurel, transférant la tension colossale du système à la masse même de la planète. L'équipement sépare progressivement les strates de roche pour permettre cette intégration directe. Mais ce n'est que le début. Une fois les fondations verrouillées, l'ascension des piliers de béton et d'acier a commencé étage par étage, pour atteindre des sommets respectifs de 262 et 205 mètres. On voit comment ces structures massives s'élèvent au bord de l'abîme, totalement exposées aux courants d'air qui hurlent en permanence dans le couloir étroit du défilé. Ces tours ne ressemblent en rien à des gratte-ciel urbains protégés par d'autres bâtiments. Elles agissent comme l'épine dorsale de l'ensemble de l'ouvrage. La suite devient plus complexe. Chaque pilier doit supporter 2 câbles principaux dont le poids individuel dépasse les 9000 tonnes. L'acier de haute résistance renforce chaque section de la structure pour absorber non seulement le passage des camions lourds, mais aussi les vibrations violentes et les éventuelles secousses sismiques sur plusieurs décennies. À première vue, la stabilité semble acquise une fois le béton coulé. Mais en réalité, ces tours doivent rester parfaitement immobiles, alors que les forces de la nature tentent de les ébranler. On peut remarquer la rigidité absolue des colonnes face aux rafales de vent. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Le vide de 1400 mètres entre les deux sommets devait ensuite être conquis par les équipes techniques. La première étape a consisté à installer la passerelle temporaire, un chemin de fer suspendu oscillant à des centaines de mètres au-dessus du cours d'eau. Mais comment établir le premier contact physique à travers un tel gouffre ? On ne peut pas utiliser d'hélicoptère en toute sécurité à cause de l'instabilité de l'air. Et l'usage d'embarcations au fond du canyon est impossible. Tout se complique encore. Des drones de haute puissance ont finalement été déployés pour transporter la ligne pilote initiale à travers l'immensité du vide. L'équipement survole le gouffre avec une précision que des mains humaines ne pourraient jamais égaler, guidant le fil fin jusqu'à la tour opposée. Une fois ce lien établi, la passerelle a pris forme, créant le plateau de travail nécessaire pour l'opération la plus délicate du chantier. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Les câbles principaux, véritables lignes de vie de la structure, ne sont pas des composants ordinaires achetés en usine. Chaque unité est constituée de dizaines de milliers de fils d'acier individuels,
torsadée avec une rigueur mathématique. Sur la passerelle suspendue, les techniciens ont procédé à l'installation, fil après fil, dans des conditions extrêmes. Chaque toron spécifique regroupe 91 fils d'acier de haute résistance. Chaque fil ne mesure que 5,7 mm de diamètre, une finesse contrastant avec la puissance finale du câble. Les ouvriers ont tiré ces éléments métalliques d'avant en arrière entre les points d'ancrage, répétant le mouvement des centaines de fois. On voit comment les fils s'accumulent pour former un faisceau de plus en plus dense et lourd. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie au formage final des suspensions. 2 mm, c'est la marge d'erreur infime que les ingénieurs ont dû respecter pour le positionnement des câbles sur cette structure s'étendant sur 1,5 km. Pourquoi une telle précision est-elle exigée pour une construction de cette envergure soumise aux vents violents de haute altitude? On pourrait croire qu'une souplesse de quelques centimètres serait tolérable sur une portée aussi vaste, mais en réalité, la moindre déviation compromettrait l'équilibre des forces de toute la suspension. Les mesures ont été effectuées sous une surveillance constante par satellite, utilisant le système de positionnement global pour garantir une exactitude quasi absolue dans le placement de chaque composant. Une machine de compactage mécanisée a ensuite parcouru toute la longueur du câble, exerçant une pression latérale constante pour transformer les fils individuels en un cylindre dense et parfaitement circulaire. On voit comment l'équipement enserre le métal avant de l'envelopper dans plusieurs couches de protection hermétique conçues pour bloquer la corrosion et l'usure climatique. Ces artérias d'acier, pesant un total colossal de 9000 tonnes, constituent la colonne vertébrale indispensable avant que la structure ne commence à prendre sa forme finale. Mais ce n'est que le début. La suite devient plus complexe avec l'installation de la surface de roulement. Le levage du tablier a nécessité une coordination millimétrée des forces gravitationnelles. Les ingénieurs ont d'abord procédé à la descente des suspentes verticales, ces garras d'acier massives qui viennent se fixer solidement aux câbles principaux. On peut remarquer le balancement lent des câbles sous l'effet des courants d'ascendance thermique pendant cette phase. À première vue, le montage d'une route à 600 mètres de hauteur semble relever de l'impossible, mais en réalité, le tablier a été conçu comme un assemblage modulaire préfabriqué. 93 segments d'acier distincts, pesant chacun plusieurs centaines de tonnes, ont été hissés un par un depuis le fond de la vallée. Le processus ne fait que prendre de la vitesse alors que les treuils soulèvent ces masses colossales contre la force de la gravité et les rafales latérales qui tentent de faire pivoter les pièces en plein vol. L'inclinaison et la torsion de la structure étaient surveillées en temps réel, forçant les techniciens à ajuster la tension des câbles, sans interruption pour maintenir une stabilité parfaite. 439 000 mètres cubes de béton ont été nécessaires pour achever la construction de la structure du pont Huajiang. Tout se complique encore lorsque l'on considère l'impact environnemental d'un tel volume, équivalent à 176 piscines olympiques remplies à ras-bord. Les ingénieurs ont intégré une solution technique innovante en utilisant les roches résiduelles issues des excavations de la montagne. Ce matériau, initialement considéré comme un déchet industriel, a été broyé jusqu'à obtenir une poudre minérale de haute performance. 20% du ciment traditionnel a été remplacé par ce composant recyclé dans chaque mètre cube coulé, transformant des rebuts en une force structurelle majeure. L'équipement sépare progressivement les impuretés pour garantir la pureté du mélange final injecté dans les coffrages. Cela ne s'arrête pas à cette étape de solidification. Une fois le béton durci et l'acier brillant sous le rayonnement solaire, la structure devait passer par une phase de validation physique impitoyable. 3700 tonnes de charge totale ont été déployées sur le tablier lors du test de contrainte finale en août 2025. 96 camions lourds, chargés au maximum de leur capacité, ont été positionnés stratégiquement sur l'asphalte frais pour simuler des conditions de trafic extrêmes. On voit comment les pneus comprimant la surface, tandis que plus de 400 capteurs électroniques, dissimulés dans les recoins de l'ouvrage, enregistrent la moindre vibration ou déformation millimétrique. L'équipement mesure la tension dans les câbles et la réaction élastique de l'acier sous ce poids écrasant. Le succès du test a confirmé la précision des calculs structurels effectués des années auparavant, la structure ne cédant pas d'un seul centimètre au-delà des prévisions techniques. Les conditions climatiques dans le défilé de Huajiang ont pourtant représenté un obstacle permanent, le site agissant comme un véritable tunnel de vent naturel.
Les rafales atteignaient régulièrement le niveau 14 sur l'échelle de Beaufort, soit une puissance équivalente à celle d'un ouragan. Chaque fois que le vent franchissait les seuils de sécurité, les opérations étaient suspendues pour protéger l'intégrité du matériel et la sécurité des équipes. Le processus passe doucement à la transformation finale. 6 heures du matin marquaient chaque jour le début d'un affrontement physique contre les éléments pour les ouvriers suspendus au-dessus du vide. Pourquoi ces hommes acceptaient-ils de travailler jusqu'à l'obscurité totale dans des conditions aussi extrêmes? On pourrait croire que des machines automatisées auraient pu gérer la torsion des câbles d'acier provoqués par les vents d'altitude. Mais en réalité, seule la sensibilité et la force des mains humaines permettaient de redresser ces faisceaux emmêlés, menant une véritable guerre de résistance contre la furia de la nature au niveau 6 de la structure. La suite devient plus complexe. La victoire de l'ingénierie sur ce relief hostile a radicalement transformé la géographie de la région. Là où une barrière naturelle infranchissable imposait autrefois 3 heures d'un trajet sinueux et risqué sur des routes de montagne escarpées, une ligne parfaitement droite s'étend désormais dans les airs. Le temps nécessaire pour traverser cette zone a été divisé par 2, tombant à seulement 1 heure et 30 minutes. On voit comment l'infrastructure connecte désormais la voie express G56, créant un axe commercial névralgique entre la Chine et l'Asie du Sud-Est. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. L'impact économique se traduit par une injection massive d'emplois et un essor du tourisme dans ce territoire qui semblait autrefois figé dans le passé. Le sommet de l'ouvrage abrite un espace d'observation situé à 625 mètres de hauteur. On peut remarquer, à travers le plancher de verre technique, le fleuve en contrebas qui ne ressemble plus qu'à un mince fil argenté s'écoulant à plus d'un demi-kilomètre de distance. La structure ne se limite pas à ces chiffres vertigineux, mais ce n'est que le début. 439 000 mètres cubes de béton et 9 000 tonnes de câbles d'acier constituent la charpente de cette prouesse technique. La passerelle de Hoi-Jiang représente la preuve matérielle que les limites physiques s'effacent devant la précision de l'ingénierie moderne. Ce qui constituait autrefois un abysmo mortel a été converti en une plateforme stable, orientée vers le développement technologique. L'équipement sépare progressivement le chaos naturel pour imposer une ligne d'ordre parfaite, du souffle des explosions initiales jusqu'à la pose finale de la couche d'asphalte lisse. Cela ne s'arrête pas à cette étape. 15 millions d'hectares d'arbres sont abattus chaque année pour répondre aux besoins mondiaux en hygiène. À première vue, la production de 80 milliards de rouleaux de papier toilette par an semble être une fatalité écologique. Mais en réalité, une alternative industrielle massive se déploie dans les centres de recyclage. Imaginez une surface forestière équivalente à un 1/5 de la forêt amazonienne disparaissant tous les 12 mois pour cette consommation. Tout se complique encore lorsque l'on observe les processus de transformation des déchets. 500 tonnes de résidus arrivent quotidiennement au patio d'une méga-usine spécialisée dans la revalorisation. Pourquoi utiliser des matériaux perçus comme sales et contaminés pour fabriquer un produit destiné à l'hygiène corporelle? Le traitement initial semble rebutant au milieu des odeurs fortes et des débris hétérogènes. Mais après un processus de purification thermique et chimique rigoureux, la cellulose récupérée atteint un niveau de pureté identique à celle issue du bois vierge. Le passage au niveau suivant commence par une logistique lourde. Des camions de collecte, véritables titans d'acier motorisés par des blocs diesel haute performance, déchargent un mélange chaotique de papier, de plastique, de métaux, de verre et de résidus organiques. On voit comment les convoyeurs, agissant comme des rivières de caoutchouc en mouvement constant, transportent cette masse vers la première phase de tri mécanique. La technologie doit ici surpasser la vitesse de l'œil humain pour garantir l'efficacité de la séparation. Mais ce n'est qu'un prélude à la transformation moléculaire. Des capteurs optiques de haute précision balayent chaque fragment circulant sur la ligne à une vitesse élevée. Ils identifient instantanément les polymères ou les métaux qui ne doivent pas entrer dans la composition de la pâte à papier. Au moment précis où une impureté est détectée, des jateaux d'air comprimés sont déclenchés comme des impulsions invisibles pour éjecter l'intrus. On peut remarquer la précision de ce tir mécanique qui purifie le flux de production en quelques millisecondes. La suite devient plus complexe avec l'intervention humaine. Des opérateurs dotés d'équipements de protection individuelle complets, incluant des masques filtrants et des gants en caoutchouc épais,
supervisent cette barrière technologique. Leur rôle est de s'assurer qu'aucun élément perturbateur ne franchisse cette première ligne de défense avant que le papier ne soit broyé et liquéfié. La matière quitte cette zone de tri primaire, passant à un stade apaisé pour la suite du traitement industriel. 2 ouvriers équipés de casques industriels et de lunettes de sécurité procèdent à l'ultime tri manuel sur le convoyeur. Pourquoi ces techniciens interviennent-ils sur une ligne automatisée ? On pourrait penser que les capteurs optiques suffisent à isoler le papier des autres déchets. Mais en réalité, l'œil humain reste le dernier rempart pour retirer les éléments résiduels que les machines auraient pu laisser passer, garantissant la pureté totale du flux avant les étapes mécaniques lourdes. Le flux de matière poursuit sa course vers des séparateurs vibratoires, des structures métalliques massives qui oscillent avec la puissance d'un séisme contrôlé. La physique appliquée ici repose sur un principe de séparation par densité. On voit comment les vibrations font chuter les matériaux les plus lourds et les débris indésirables vers des bacs de récupération inférieurs. Le papier, beaucoup plus léger, reste en suspension et flotte littéralement vers la phase suivante du traitement. La suite devient plus complexe. Le matériau ainsi purifié est dirigé vers des presses hydrauliques qui exercent une pression de plusieurs dizaines de tonnes. Ces machines écrasent le papier propre pour le compacter en blocs denses et parfaitement quadrangulaires, semblables à des briques géantes. Chaque fardeau ainsi produit pèse précisément 800 kg. On peut remarquer la rigidité de ces cubes qui sortent de la machine sous le sifflement des pistons. 800 kg, c'est la masse concentrée d'une ressource prête à être réutilisée. À première vue, il ne s'agit que de papier compressé, mais en réalité, un seul de ces blocs contient assez de fibres pour des milliers de litres de pulpe liquide sont projetés avec force vers la machine de formation qui constitue le centre névralgique de toute l'installation industrielle. Pourquoi la vitesse de déplacement du mélange est-elle un facteur aussi critique dans cette phase ? On pourrait croire qu'une répartition lente permettrait une meilleure uniformité des fibres. Mais sans une projection ultra rapide et constante, la structure même du papier serait irrégulière, empêchant la création d'une surface parfaitement plane. La mixture est étalée sur une toile de maille d'une finesse extrême qui défile à une cadence telle que l'œil humain ne perçoit qu'un sillage flou. L'eau doit être extraite instantanément pour stabiliser la matière. Des cylindres rotatifs associés à des systèmes de vide génèrent une aspiration d'une puissance colossale. La suite devient plus complexe. Sous l'action conjuguée de la force de gravité et de la succion mécanique, l'humidité est drainée, laissant apparaître une toile de fibres encore gorgée d'eau et extrêmement fragile. On voit comment la feuille pénètre alors dans la zone de pressage où des rouleaux d'acier aux dimensions gigantesques écrasent le papier en formation. La pression exercée sur la matière est calibrée avec une précision millimétrique constante. L'objectif technique ne se limite pas au séchage, car il s'agit surtout de définir l'épaisseur finale du produit. Mais ce n'est que le début. On atteint ici une précision de l'ordre de 15 microns d'épaisseur. 15 microns représentent une mesure plus fine qu'un cheveu humain ou qu'une simple particule de poussière flottant dans l'air. À première vue, manipuler une matière aussi fine semble impossible, mais en réalité, la technologie thermique prend immédiatement le relais. Le papier adhère à un cylindre de séchage chauffé à la vapeur, une unité massive souvent désignée sous le nom de Yankee Dryer. La température y est intense, provoquant l'évaporation de l'eau résiduelle en une fraction de seconde. Tout se complique encore lors du passage final à travers la machine. Ce qui n'était qu'un liquide grisâtre quelques instants plus tôt se transforme en une feuille blanche, sèche et parfaitement continue. Le papier défile à haute vitesse entre des rouleaux de calendrage qui polissent la surface pour obtenir la douceur tactile requise par les standards de consommation. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. À l'extrémité de cette ligne de production, le papier est enroulé sur des bobines géantes appelées bobines jumbo. Ces structures circulaires dépassent 1 mètre de diamètre et leur masse se compte en tonnes. Chaque bobine emprisonne des kilomètres de papier continu, constituant une réserve de matière première massive prête pour l'étape du découpage. On peut remarquer l'échelle impressionnante de ces rouleaux dont un seul exemplaire suffirait à l'usage d'une famille complète durant toute une existence. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Le papier possède une structure, mais il ne dispose d'aucune forme autonome et nécessite un squelette pour se maintenir.
Tandis que la feuille est fabriquée à une extrémité du complexe, le tube en carton prend vie dans une autre section de l'usine. Il semble facile de négliger ce composant, mais en réalité, sans ce support central, le rouleau s'effondrerait immédiatement sous l'effet de son propre poids. Passage au niveau suivant. De longues bandes de carton recyclé sont insérées dans une machine d'enroulement spiralée. On voit comment les bandes sont imprégnées d'une colle spéciale à séchage ultra rapide avant d'être enroulées autour d'un axe en acier plein. L'équipement sépare et assemble les couches selon une géométrie rigoureuse et simplifiée. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie au formage final des produits.